Simon Javel, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Gaga 42, la chaîne YouTube qui vous fait parler. On était ensemble aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est dans l'actualité, puisque dans quelques jours, ça sera la 35e édition du festival Paroles et Musique. Avant de parler de cette édition, moi je voulais qu'on fasse un petit retour en arrière déjà pour savoir comment ça s'était créé. Et j'ai vu qu'en 92, si c'est la date exacte, c'est Léo Ferré qui avait initié ça et qui avait parrainé cet événement. Exactement, donc le festival Paroles et Musique a été créé en 92 par Marc Javel, donc mon père. Il était directeur de la salle Jeanne d'Arc, il faisait souvent des artistes chansons en découverte, comme Juliette ou des gens comme ça. Et il n'avait pas de monde dans sa salle, donc il s'est dit comment faire pour que ces gens viennent découvrir ces jeunes talents. Donc il a créé Paroles et Musique et il a demandé à quelqu'un qui venait souvent jouer à la salle Jeanne d'Arc, Léo Ferré, d'être parrain de cette première édition. Puis d'ailleurs j'ai amené La toute première brochure du festival. C'était du 7 au 16 avril. Voilà, c'était au mois d'avril. Les premières éditions, elles se faisaient sur 15 jours, voire 3 semaines des fois. Il n'y avait pas forcément des spectacles tous les jours, donc c'était à la salle Jeanne d'Arc, dans les bars de Saint-Étienne essentiellement. Et l'idée, c'était que de la chanson française. Ouais, mais comme maintenant, enfin voilà, après on était peut-être sur un modèle de chanson un peu plus restreint, c'est-à-dire on était sur la chanson pure et dure. Qu'est-ce qu'on avait cette année-là? Il y avait Léo Ferré, il y avait Lenny Escudero, chanson plus Bifioré. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. C'est sûr. C'est 92, on a dit. C'est 1992, donc moi j'avais 15 ans, je crois. Donc j'étais à la première édition. Ma mère était enceinte de notre petite sœur à cette époque-là. Léo Ferré avait caressé le ventre, c'était un mois avant qu'elle naisse. Donc voilà, on est vraiment sur des histoires familiales. Et puis voilà, on a tâché de perpétuer un peu cette tradition-là jusqu'à maintenant. Ça veut dire dans cet intitulé, quand on a parole en premier et musique, est-ce que les textes ont beaucoup d'importance? Est-ce qu'on joue aussi autour de finalement de la langue française? Bien sûr, c'est essentiel parce que d'autant plus que le festival a été créé et a grandi dans un contexte où la chanson était beaucoup moins à la mode. Enfin, les chansons d'expression française, on la retrouvait beaucoup moins dans les médias notamment, que ce soit sur les radios. Et puis il y a eu je ne sais plus en quelle année, ce quota de 40%. On a été obligé de mettre des quotas justement pendant les radios. Sur les radios et voilà, il y a eu des cycles. Puis aussi, on était peut-être sur un modèle chanson un peu vieillot à une époque. Et puis, moi, je me souviens en 96, 97, voire même 95, il y a des groupes qui sont arrivés comme ça. Mano Solo, Tetred, Miosec, M, Benabar. Ce qu'on appelait la nouvelle scène française. Ouais, voilà. Alors, une expression qui a été reprise, à mon avis, qui revient tous les 10 ans. Ouais. Mais là, il y avait vraiment une évolution, c'est-à-dire qu'il y avait toujours des textes qui étaient vraiment l'idée centrale, c'était le texte. Mais musicalement, il y avait des vraies évolutions, c'était beaucoup plus moderne, y compris dans l'expression. Et c'est ça qui a aussi le festival a su évoluer en faisant confiance à ces jeunes groupes. Et vous qui baignez dans la musique française, j'ai envie de vous dire, est-ce que l'influence de cette bande FM, de ce radio libre sur dans les années 80, est-ce qu'elles ont changé finalement le sens des chanteurs françaises? On a parlé de Lenny Escudero, on pourrait parler de Brel, de Brassens, de Léo Ferré. Est-ce que toute cette nouvelle génération a évolué, a été influencée par la FM? Évidemment, parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup moins de moyens d'expression. Il fallait acheter leurs disques ou les écouter à la radio. Voilà, parce qu'à la télé, ils y passaient encore moins, mais il y avait ces deux solutions, alors que maintenant, et puis nous, notre métier a évolué aussi, celui de programmateur. Moi j'étais programmateur pendant très longtemps, je le suis encore en partie. On découvrait des choses avant les autres, parce qu'on recevait des disques avant leur sortie, etc. Alors que maintenant, tout est sur Internet, et moi, il y a des choses que je découvre avec mes enfants. Voilà, donc... Voilà, la façon de consommer a changé. Évidemment. Ouais. Donc et nous, notre façon de travailler a complètement changé. C'est-à-dire que maintenant, pour être précurseur de choses, il faut vraiment être en amont de tout ça, parce que tout est sur Internet directement. Les artistes, je pense à Houston 13 par exemple cette année, qui s'autoproduit totalement. Il sort ses chansons quand il veut, de la manière dont il veut. Donc c'était pas le cas avant. Il fallait avoir une maison de disques et la plus puissante possible, si possible. Donc voilà, les choses ont vachement évolué, mais c'est super. Moi, il n'y a pas de c'était mieux avant, ou c'est... non, c'est pas du tout ça. Parce que je dis toujours, c'est jamais mieux avant, c'est juste différent. Ouais, c'est différent. Voilà, il faut s'adapter. Je trouve que le milieu de la musique ressemble à l'époque dans laquelle on est. Voilà. Le choix 100% français, c'est dû à quoi finalement? Est-ce que vous avez envie de vous ouvrir? J'ai entendu pendant
la conférence de presse, il y a 2-3 jours maintenant, qu'il y avait beaucoup de chanteurs belges qui venaient finalement. Ouais. Donc on s'ouvre sans s'ouvrir finalement. Non, mais on a toujours, en fait, c'est la chanson d'expression francophone qu'on défend. Pourquoi on fait ça depuis le début? Sûrement, voilà, on a quand même le luxe, entre guillemets, de programmer les choses qu'on aime, que ce soit mon père au début ou moi depuis quelques années. La programmation, ce que reflète le festival, est vachement liée à nos personnalités. Et il se trouve que voilà, moi j'ai été biberonné à ça, lui aussi. Donc voilà. Et puis que c'était à une époque où la chanson francophone avait besoin d'être défendue. Il y avait très peu de festivals, de salles qui faisaient confiance à ces artistes. Donc, Il arrive que vous programmez des choses que vous n'aimez pas trop? Ou alors c'est que des coups de cœur? Non, ça peut pas être que des coups de cœur, parce qu'il faut aussi s'adapter à l'époque dans laquelle on est. Voilà, le public. Donc ça a toujours été un mix entre nous, nos goûts personnels, les histoires qu'on construisait avec les artistes, et puis les attentes du public. Voilà, ça a toujours été un mix de ça depuis le début. Et puis il y a des évolutions. Moi j'ai beaucoup de travail par ailleurs. Enfin, j'ai plusieurs structures pour faire des spectacles, que ce soit dans l'humour ou dans la musique. Et je ressentais aussi le besoin, moi, d'avoir un nouveau souffle au niveau de la programmation. Donc j'ai fait appel depuis 3 ou 4 ans à David Rivaton qui gère essentiellement les découvertes. Et donc voilà, c'est le Festival Parole Musique, c'est une perpétuelle évolution, à la fois dans son organisation, dans sa programmation. Et c'est comme ça qu'on est encore là, j'espère pour de nombreuses années encore. Un festival, ça se prépare en amont combien de temps avant? On travaille d'un an sur l'autre ou alors c'est d'une année sur l'autre, voire même 1 an et demi ou 2. Là, on est en train de regarder déjà pour 2027 et voire 2028 aussi. On est constamment à l'affût des choses qui vont... Voilà, des artistes, maintenant, les tournées se décident tellement à l'avance. Moi, je suis en train de mettre, alors pas sur le festival, mais je suis déjà en train de mettre des options au Zénith, par exemple, sur 2028, voire 2029. C'est complètement fou, mais c'est vrai que les grosses tournées se travaillent vachement à l'avance. Ce qui n'est pas le cas pour les découvertes, où là, on essaye justement de faire nos choix le plus tard possible, histoire d'avoir une photographie à peu près fidèle de ce qu'est la musique, de comment on l'aperçoit en tout cas au moment où on présente le festival. Cette année, j'ai vu qu'il y avait une programmation 50% féminine. Ouais. Comment vous avez fait? Est-ce que ça a été quelque chose de difficile ou alors c'était finalement assez facile de mélanger les deux? Ça fait déjà 3 ans. Ça fait déjà 3 ans qu'on fait une programmation paritaire. C'est un objectif, nous, qu'on s'est donné, parce qu'on a envie de montrer cet exemple-là, et puis pourquoi pas de susciter aussi des vocations. C'est vrai qu'il y a des nanas qui font de la musique de leur côté, qui voient qu'il y a un festival qui fait la part belle aux artistes féminines, ça leur donne peut-être l'envie de franchir le cap et de se professionnaliser. Donc voilà. Et alors, c'est à la fois facile et difficile. C'est à la fois difficile parce qu'on est obligé de faire des choix forts, c'est-à-dire de dire non à des projets masculins qu'on aime beaucoup. Mais c'est un vrai choix, encore une fois. Et c'est facile aussi parce qu'il y a de plus en plus de projets hyper bien, et notamment chez les jeunes artistes qui ont des choses à dire sur la société dans laquelle on est, sur plein de choses, que ça peut être politique. Donc voilà, c'est difficile parce qu'il faut faire des choix, et c'est facile parce qu'il y en a de plus en plus. Alors on en manque encore sur les têtes d'affiche, mais voilà, on sent qu'il y a vraiment une évolution depuis quelques années sur la place des femmes dans la musique, et le travail est loin d'être fini, mais c'est hyper intéressant ce qui se passe. Au résultat, on peut dire qu'il y a une musique masculine et une musique féminine, ou alors finalement c'est un mélange, c'est un brassage et on retrouve de tout. Non, ça à la limite on pourrait en parler dans le rap. Ouais. Où il y a encore un côté très masculin, très macho, etc. Ouais. Sur certains projets. J'allais dire cliché même, pas non? Tous, cliché, ouais. Mais sinon, je trouve que non, il n'y a pas de musique féminine ou masculine. Vraiment, ça tend un petit peu à se mettre ensemble, à se fondre un petit peu. Je crois que les femmes font beaucoup de bien à la musique de manière générale. Voilà. Et plus loin que la musique, nous dans l'organisation aussi, on a une équipe qui est quand même hyper féminine, et on essaye aussi au niveau, là où ça pêche un petit peu, c'est sur le personnel technique, où c'est encore très très masculin. Donc on cherche à chaque fois, que ce soit sur ce qu'on appelle les rôles, les techniciens de plateau, sur les techniciens lumière, les techniciens son, on cherche à attirer un petit peu les femmes dans nos métiers, mais c'est pas évident, mais petit à petit on y arrive. On va parler de cette édition, cette 35e édition. Parole de Zinc, j'ai vu, il y a plusieurs lieux à Saint-Étienne, il y a bien évidemment le Zénith, d'autres salles. Comment là aussi vous choisissez les lieux, comment vous choisissez les artistes qui vont aller dans ces lieux?
C'est une question de capacité, de place? Ouais, c'est ça. Alors d'abord sur le choix des lieux, on a fait le choix depuis l'après-Covid de s'appuyer sur les lieux existants à Saint-Étienne. Pour des raisons écologiques, pour des raisons aussi d'identification à la ville. On est très attaché à notre territoire, comme tout bon Stéphanois. Donc voilà, donc du coup on va à la Comète. Alors sur les découvertes, c'est au Solar ou à l'usine, qui sont des lieux de 120 places assis. Donc on choisit ce lieu-là parce qu'on a un public qui a envie d'être assis, qui a envie d'écouter les choses. Donc on choisit des salles assises de petite capacité, et c'est plein à chaque fois depuis 2 ans, donc on en est très content. Ensuite on a la Comète qui fait 600 places assises, donc là on est plutôt sur des artistes de chansons, de variété qui s'écoutent assis, genre Vincent de Dienne, Vincent Delerme ou Solane cette année. Voilà. Ensuite on a la partie, on va dire, un petit peu plus festive. J'aime pas trop ce mot, mais j'en ai pas d'autres là tout de suite. Le Fil avec ses 1200 places, ou le Zénith, où là la jauge est modulable entre 1500 et 7000, et évidemment le choix est fait en fonction des artistes qu'on va accueillir. Donc voilà comment ça se fait. Et pour Parole de Zinc, puisque vous en avez parlé, c'est ce que j'ai sous les yeux. Ouais, ça répond à un double objectif, celui d'animer le centre-ville, c'est une bonne chose, et celui de donner un peu de place aux artistes ligériens. Qui sont payés pour venir jouer dans le cadre du festival. Ils sont traités à peu près de la même façon au niveau de la communication que les autres artistes du festival, donc c'est important, ça leur donne de la visibilité. Les concerts sont gratuits pour le public, donc voilà, c'est sympa. C'est le jeudi 21 mai de 19h à 23h dans une dizaine de bars du centre-ville stéphanois. Alors pour ce qui est de la programmation, j'ai noté bien entendu le duo de Montcartier, Terre Noire, qui sera à l'affiche, c'est un retour. Et aussi Vincent de Dienne, si je ne dis pas de bêtises, qui a été très longtemps à la Comédie, que j'avais eu la chance de rencontrer. Comment vous avez choisi cette année et comment ça s'est passé? Parce que souvent, on voit les affiches, on va au concert, mais on n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière pour les convaincre, je ne sais pas, pour les faire venir, pour trouver les bonnes dates. Comment ça se passe, le travail finalement de programmer, de programmateur? Alors, bon, déjà, on dépend d'un truc, c'est si les artistes sont en tournée ou pas. Ouais. Si un artiste est en vacances parce qu'il sort d'une tournée ou qu'il n'a pas d'actualité, il n'a pas de nouvel album, on aura vraiment du mal à le convaincre de venir jouer. Donc déjà, ça réduit un petit peu la liste. Ensuite, en fonction de ça, on essaye à chaque fois de répondre à 2 notions, celle de fidélité, continuer les histoires qu'on a créées avec les artistes, par exemple Vincent Delerme, ou Solane, qu'on avait fait en découverte il y a 2 ans à l'usine. Et puis aussi amener des choses un petit peu nouvelles, des artistes qui n'ont jamais joué au festival, ou des artistes qui amènent un peu de nouveauté au niveau des sonorités, au niveau des textes, etc. L'histoire avec Vincent de Dienne, elle est absolument géniale. C'est que, bon, déjà le mec, moi je l'adore. On l'a accueilli plusieurs fois en tant qu'humoriste. Et puis, il se trouve que c'est le lieu où il a débuté, puisque la Comète, c'est l'ancienne Comédie de Saint-Étienne. Tout à fait. Donc il y avait déjà ça. Et puis, on s'est aperçu qu'il a sorti un album avec 14 titres et 14 auteurs différents. Et il s'est avéré que les 14 auteurs avaient tous joué à Paroles et Musique. Donc quand on a tous ces éléments entre les mains, on fait le forcing pour que ce mec-là il vienne jouer à Paroles et Musique. Alors ça a été un petit peu compliqué au début parce qu'il hésitait à faire des festivals parce que c'est pas son premier métier, c'est pas chanteur, donc il a fait une petite tournée de salle, il hésitait à faire des festivals, sans doute une histoire d'exposition différente, etc. Et puis il a accepté, donc on était super contents. Qu'est-ce qui l'a convaincu? Peut-être cette histoire-là. Saint-Étienne. Peut-être ces histoires-là, ouais, Saint-Étienne, la Comédie de Saint-Étienne, voilà, un ensemble de choses, et puis qu'il se sentait prêt aussi, qu'il avait été rassuré par ses prestations lors de sa tournée, donc voilà, un ensemble de choses. Voilà, après Terre Noire, alors pareil, Terre Noire, l'histoire elle est magnifique, c'est-à-dire que nous on était présents, moi j'étais présent en tant que directeur du festival, programmateur, sur tout premier concert, un jour à 7h du matin, dans un studio du côté du Clapier. Voilà, et puis on a tissé une relation d'amitié, de fidélité avec eux. Ils ont joué pas mal de fois à Paroles et Musique et en dehors du festival. On les a accompagnés sur pas mal de projets. Donc voilà, c'était logique cette année avec un nouvel album de leur faire pas de leur faire juste une place, mais une très belle place. Et puis comme il y avait Feu Chatterton qui était en tournée, qui eux aussi ont démarré en 2014 au festival, je trouve que la connexion entre les 2 artistes était évidente. Feu Chatterton, c'était parmi les plus durs à convaincre parce que voilà, ce qui diffère par rapport à 1992, c'est qu'en 1992, il pouvait y avoir des concurrences avec d'autres festivals très très proches. Maintenant, la concurrence elle est nationale parce que les artistes voyagent dans des tourbus
C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils voyagent la nuit, ils sont capables d'être en Bretagne la veille et à Nice le lendemain. Donc, ça fait de la route quand même. Ouais, mais ils dorment pendant ce temps. Donc, bien sûr. Donc du coup, la concurrence, elle est nationale. Nous, on était en concurrence sur Chatterton avec beaucoup de festivals. On a réussi à remporter la mise. Sur d'autres, on n'a pas réussi. Donc voilà, c'est les aléas d'un festival. Il y a des artistes qu'on voulait absolument cette année, notamment dans le rap, mais les rappeurs cette année ont décidé qu'ils voulaient jouer qu'en extérieur à cette période de l'année. Bon, voilà, c'est très compliqué de faire une programmation maintenant. Ça l'était beaucoup moins avant. C'est très compliqué maintenant parce que les coûts ont vachement augmenté, les coûts des artistes, les coûts techniques. C'est une réalité, c'est une vraie réalité. Il y a des artistes qu'on peut plus se payer. Il y a des artistes qui valent tel prix au mois de mars et qui en valent 10 fois plus au mois de mai. Non, c'est une réalité. Ah ouais. Donc voilà, je suis pas toujours en accord avec ces évolutions, mais voilà, après on est obligé de s'adapter si on veut avoir une belle programmation. Dans cette programmation 2026, est-ce qu'il y a un coup de cœur de votre part? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il ne faut pas rater? Même si j'ai vu déjà sur le site, il y a beaucoup de concerts qui sont complets. Ouais, il y en a quelques-uns qui sont complets. Après, moi, c'est vrai que des concerts coup de cœur, il y en a beaucoup, parce que on aime tout ce qu'on programme. J'imagine qu'on aime. Mais c'est vrai que les soirées du Zénith sont hyper sympas parce qu'on retrouve sur le samedi, par exemple, on retrouve Yoa, qui a été découverte du festival il y a 3 ans à l'usine, qui avait ouvert Parole et Musique 2023. On a ensuite Houston 13, qui est là, qui est un petit peu l'ovni du festival. J'ai l'impression, d'après ce que j'entends aujourd'hui et ce que j'ai entendu il y a 2 jours à la conférence de presse, vous avez un vrai coup de cœur pour cet artiste. Ouais, parce que c'est un mec qu'on n'a pas vu venir. Moi, je l'ai découvert vraiment sur le tard, là, au mois d'octobre ou novembre, qui s'autoproduit, qui gère ses réseaux sociaux, qui gère ses productions, les sorties de ses productions, etc. Et il est en train d'avoir un public hyper fidèle, mais tout se passe de manière assez souterraine. Il n'est pas soutenu par les radios, par les télés, ni par les maisons de disques. Et il sort nulle part, et c'est génial encore que des gens puissent sortir comme ça des radars et trouver leur public. Voilà, et puis artistiquement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis on a Giorgio aussi sur cette soirée-là. La soirée du lendemain aussi au Zénith est super avec Dina qui est portée par FZL, une structure locale, notamment organisatrice du Forestival. Et Terre Noire et Feu Chatterton. Je crois que pour clôturer le festival, on pouvait difficilement rêver mieux parce qu'on est vraiment dans l'ADN de Parole et Musique. Et sur une dimension aussi qui va être, ça va vraiment être le feu pour la clôture du festival. Donc c'est chouette. Je peux parler de Sam Sauvage aussi qui est complet à la Comète, qui était découverte l'année dernière et qui revient en tête d'affiche cette année. Et puis bien sûr toutes les découvertes, les groupes locaux, plein de choses. On a parlé du premier, on a parlé de grands noms de la chanson française. Est-ce qu'on n'a pas aussi envie de temps en temps d'avoir un grand nom actuel de la chanson française? Je veux dire des Julien Clerc, des choses comme ça. Ou alors ça n'a rien à voir avec le festival? Alors, on a toujours fui un petit peu, fui. Après, il y a peut-être des coups qui sont différents aussi. Non, les gros artistes de variété, ça n'a jamais été vraiment dans l'ADN du festival. Faudrait des opportunités. Alors si, sur La Villiers par exemple, parce que il y a une histoire. Mais c'est très compliqué parce que les tournées des gros artistes de variété, on parle de Julien Clerc, de Bernard Lavilliers, de gens comme ça, en fait les tournées de Zénith se décident 3 ans à l'avance. Ouais. Nous, 3 ans à l'avance, c'est compliqué pour nous. Et une fois que la tournée de Zénith elle est calée, on ne peut pas défaire le routing qu'il peut avoir à travers la France pour déplacer une date vers Parole et Musique. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que les gros festivals en général se produisent dans des villes de petite capacité ou de moyenne capacité où il n'y a pas forcément de zénith. Donc voilà, il faut faire aussi en fonction de ces choses-là, mais ça nous oblige à être créatifs, à réfléchir un petit peu plus, à proposer des choses un petit peu nouvelles. Donc voilà, mais ça n'a jamais été vraiment l'ADN du festival. Après, voilà, il y a pu y avoir des Stromae ou des choses comme ça, mais parce que c'est des artistes qu'on avait repérés très très tôt. OM par exemple, voilà, qui fêtera ses 30 ans de carrière l'année prochaine, mais en 2028. Mais voilà, c'est pas forcément l'ADN premier du festival. La cible du festival en termes d'âge, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un âge moyen, un âge limite? Non, surtout pas, on essaye de s'adresser... Je me trouve un peu vieux, parce que, comme je dis souvent, j'en connais pas la moitié ni le quart, mais je me sens un peu vieux, mais ça c'est pas grave, c'est une parenthèse. Mais est-ce qu'il y a un âge vraiment où on s'adresse à quelqu'un, un public spécial? Alors nous, on essaye de s'adresser à toutes et à tous, mais le public, moi l'âge moyen du public est quand même un petit peu élevé. On est plus autour de 35-40 ans, j'ai envie de dire, sur la moyenne. Donc très jeune pour moi. Mais mais après on a beaucoup sur les Vincent Delerme, et puis surtout sur les découvertes.
moi, mon grand regret, enfin j'en suis ravi, mais le public est assez âgé sur les découvertes parce que les gamins, ils ont du mal à être curieux, quoi, parce que c'est pas, on leur a pas appris ça. Ils ont grandi, la génération Internet, la génération réseaux sociaux, c'est dur de les rendre curieux. Donc nous, on essaye de trouver des solutions en travaillant avec des dispositifs genre le Pass Région, Pass Culture, la Boge, qui sont des dispositifs où les lycéens, les étudiants ont des avantages en prenant leur place. On met en place des tarifs le plus bas possible, on essaye de les intéresser. Le travail paye, mais c'est vraiment un travail de longue haleine. Hein, donc voilà, mais ça fait partie de nos missions. En parlant de public, j'ai une question qui vient aussi. Est-ce que c'est un public que ligérien ou alors vous avez des gens qui viennent de Lyon ou d'ailleurs de voir ces spectacles? Sur des projets, sur des concerts spécifiques, oui, ils viennent de très loin. Genre cette année sur Feu Chatterton, Terre Noire, ça vient de partout. Donc voilà, mais la base du public, il est ligérien, ça c'est sûr et certain. Mais l'an dernier, quand on fait la rue Quétanou et les œuvres de Barbac ensemble, ça vient de toute la France. Ça veut dire que vous êtes utile aussi au commerce local, puisque vous faites venir des gens qui viennent à l'hôtel, qui viennent manger au restaurant. Bien sûr, ça on fait travailler les hôtels. C'est pas que de la musique finalement. Voilà, c'est ça. Et puis nous, toutes les aides des collectivités qu'on peut avoir sont reversées dans le tissu économique stéphanois. Hein. On loge tous les artistes, on les nourrit, on emploie beaucoup d'intermittents, mais pas que. C'est des locations de voitures, c'est des taxis, et puis on emploie beaucoup de gens. Donc on fait vivre le tissu économique à notre niveau, hein, mais voilà, c'est hyper important. Par exemple, voilà, cette année, on est revenu sur un statut associatif. On réutilise, on va dire, des bénévoles. On refait un travail avec des bénévoles, mais le moins possible. C'est-à-dire que la priorité sera toujours d'embaucher de salarier les gens. Salarier des gens, c'est primordial parce que voilà, depuis 2 mois, c'est très compliqué pour la culture, hein, entre les municipales, la guerre en Iran, le prix de l'essence, etc. On sent vraiment une baisse de la fréquentation des salles, une baisse d'achat de billetterie, ou même les salles qui sont équipées de bars ou de restauration, les gens consomment beaucoup moins. Donc il faut s'accrocher, et à chaque crise c'est compliqué pour nous. Donc voilà, il faut se serrer les coudes, toujours trouver de nouvelles idées. C'est dur, mais c'est ce qui est passionnant. C'est peut-être ce qui donne du sel à ce métier. Ah ouais. Des fois, on aimerait que ce soit un peu moins salé, mais, mais voilà. Mais bon, on commence à avoir l'habitude. Hein. Chaque nouvelle crise, de toute façon, on est un des secteurs qui souffre en premier, comme la restauration. C'est comme ça. Pour parler d'argent, pour continuer de parler d'argent, le financement, j'ai vu qu'il y avait la région qui vous aidait, il y a aussi la ville. C'est qui les partenaires qui finalement mettent la main à la poche pour vous aider ? C'est simple, on a à peu près toutes les collectivités, c'est-à-dire en premier lieu la ville de Saint-Étienne, fidèle depuis, alors pas la première édition, mais depuis 1994. Soutien essentiel, hein, un soutien à la fois financier et un soutien aussi en termes de communication. Voilà, on a la Saint-Étienne Métropole, évidemment, la région Auvergne-Rhône-Alpes, fidèle depuis plusieurs années aussi. Le département de la Loire, j'espère encore un petit peu, même si les subventions ont beaucoup baissé, et quelque part je le comprends, hein, je m'en plains pas. Mais voilà, ça oblige à trouver de nouvelles solutions. Et puis après, on a les sociétés civiles comme la SACEM, comme le CNM, qui est le Centre National de la Musique, des mécènes également. Voilà, et puis le public, hein, le premier soutien, c'est la billetterie, pour plus de 50% du budget du festival. Donc voilà. Quand on est dans la culture comme vous, quand on est dans la musique, est-ce qu'il y a des, peut-être pas le mot partenariat, mais est-ce qu'on travaille avec beaucoup de structures différentes? En local ? Oui, en local, ouais. Ouais, on essaye. Est-ce qu'il y a des passerelles, des échanges, On essaye, c'est pas assez à mon goût. Hein. Ouais. Malheureusement, on est limité sur l'utilisation de certaines salles, ce que je comprends pas tellement. Mais voilà, il y a des gens dont le rôle devrait être justement d'essayer de cimenter tous ces rapports-là. Mais bon, voilà, on collabore avec pas mal de gens, on a des relations d'amitié avec pas mal de notes, je pense au Rhino Jazz, on essaie de faire des choses régulièrement ensemble. Pas assez, mais c'est vrai que tout le monde aussi, on est sur des temps difficiles, hein, dans la culture, donc chacun a tendance. En se fédérant un peu plus, on peut peut-être faire des choses. Bien sûr, mais il faut avoir le temps de ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Là, cette année, on a participé, on a fait beaucoup de réunions avec le CCAC, le Conseil consultatif des arts et de la culture de la ville, pour essayer de mettre en place des chartes d'accueil artistes
écologique, etc. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. C'est hyper important et ça prend beaucoup de temps. Et du temps, on en manque tous dans nos métiers. Parce qu'on a de plus en plus de charges qui pèsent sur nos épaules, beaucoup plus de contraintes, j'allais vous dire. De contraintes, évidemment. Voilà, il faut composer avec beaucoup de choses, avec les artistes, avec la communication, etc. Donc on manque tous de temps dans nos métiers. On a parlé des subventions. Est-ce que le fait que la mairie change de couleur, est-ce que ça change quelque chose pour vous ou alors on reste dans la continuité ? Non, j'ai l'impression, alors là, la nouvelle municipalité est en place depuis seulement 2 mois. On a eu quelques contacts, notamment sur la conférence de presse. Les relations ont l'air de plutôt bien débuter. On a la chance d'être là depuis de nombreuses années, donc les gens connaissent notre travail. Donc on n'a pas à tout réexpliquer, donc ça c'est quand même bien. Et on va se rencontrer pendant et après le festival tranquillement pour parler de l'avenir. Mais voilà, Laetitia Valentin, l'adjointe à la culture qui était présente pour la conférence de presse, a pris des cours de théâtre quand même à la salle Jeanne d'Arc quand elle était jeune. La salle Jeanne d'Arc était une institution. Hein. Ouais, voilà, et c'est une fidèle du festival, donc c'est vrai que ça facilite les choses. Régis Joannico, je me rappelle d'avoir passé une soirée avec lui en 2017 avant son élection de député au Palais des Spectacles. Bon voilà, c'est des gens qui connaissent le festival, qui connaissent les terrains et puis qui ont envie de s'appuyer aussi sur les gens qui font bouger Saint-Étienne. Et très modestement, je pense qu'on en fait partie. On est loin d'être les seuls. Il y a beaucoup de gens qui se démènent pour faire briller cette ville qu'on aime tant. Donc voilà, je ne vois pas la nouvelle municipalité changer les choses radicalement à ce niveau-là. Donc si j'ai bien tout noté, Paroles et musique, ça commence le 18 mai. Ouais. C'est jusqu'au 24 mai. Il y a tout un tas de concerts à découvrir. Si on veut les découvrir le programme, on va sur festivalpm.com. On peut tout découvrir là-dessus, écouter des extraits, acheter les billets de spectacle. Et puis voilà, déplacez-vous sur les salles de spectacle. C'est hyper important de soutenir les artistes, de soutenir ceux qui se bougent pour faire venir les artistes. Allez voir les découvertes. Voilà, ça coûte 7 balles, des fois 2 € pour les étudiants. On voit 2 artistes au Solar dans une salle hyper sympa. Allez voir, les artistes ont besoin de rencontrer leur public à un moment donné. C'est hyper important. Pour conclure, un petit mot sur C'est quelle prod. Comment ça se passe là, on a bien compris que ça devenait compliqué pour la culture avec la crise qui est là. Comment ça se passe? Là aussi, il y a des perspectives, des projets. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans les mois qui viennent qui sont importantes? Ouais, en dehors du festival, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir d'autres activités. Donc il y a les Trois Ducs, un café-théâtre rue Michelet. Et j'ai interviewé il y a quelques semaines Lily Barbier. Eh oui, pour les gens ma mère, ouais. Okay. Et c'est quelle prod? Donc là, on est des promoteurs de spectacles. On a une activité de diffusion de spectacles dans toutes les salles où on veut bien nous accueillir. Hein. Donc on va au Fil, on va au Zénith, on va à la Comète, on va au Clapier, on fait pas mal de choses à Mâcon, à Roanne, à Clermont. Là, le propos est différent. On est là on est vraiment une passerelle entre le public et les artistes. Il y a des artistes, des producteurs qui réservent le Zénith pour mettre leur artiste en tournée. Et ils font appel à nous pour faire la billetterie, la communication, l'accueil technique, etc. Donc on se retrouve à accueillir beaucoup de grosses têtes d'affiche au Zénith. Mais on fait aussi pas mal de petites choses au Clapier, des fois au Trois-Ducs aussi. On fait beaucoup d'humour. Qu'est-ce qui arrive dans les mois qui viennent au Trois-Ducs, par exemple? Au Trois-Ducs, je ne sais pas si vous avez l'artiste. Là, ce soir, au mois de mai, on a les Gaga Fight avec la Lisa, c'est du spectacle d'impro. C'est des catchs d'impro, ce qu'on appelle des catchs d'impro. On a beaucoup d'artistes, alors à la fois des artistes connus qui viennent faire leur rodage, on a eu Jérémy Crédville il n'y a pas longtemps, et puis des artistes qui sont en pleine ascension. Je pense à Nash qu'on va accueillir bientôt. Faut savoir que les Trois Ducs, là, de septembre à décembre, j'ai plus une place sur les jeudis, vendredis, samedis. Donc ça veut dire que on va se retrouver dans le public. Non, plus de place sur scène. D'accord. Voilà, le public, ça reste encore à faire. Mais je voyais ça avec enthousiasme. Ouais, on a 3-4 spectacles par semaine de septembre à décembre prochain, donc c'est absolument colossal. Il y a beaucoup de demandes des comiques, je ne sais pas si on peut dire ça, des gens du spectacle de la région. Énormément. De la région, alors justement, nous c'est quelque chose qu'on aimerait contribuer à développer. Essayer de mettre le pied à l'étrier d'humoristes stéphanois, parce que je trouve qu'on en manque.
Alors je pense pas qu'on en manque, mais je pense qu'il y en a qui ont du mal un petit peu à franchir le cap, à oser monter sur scène. Ah, c'est pas facile. Donc ça va être, ouais, c'est pas facile. Donc ça va être une de nos de priorités dans les années à venir, d'essayer de faciliter ces choses-là. Voilà, donc les 3D c'est une belle aventure. Et puis sur le CQL Prod, on a pas mal de choses à venir au Zénith. On va avoir Véronique Sanson, on va avoir la Dame de Pierre, Bernard Lavigné. On va même faire du MMA, une soirée MMA, de combat MMA au mois de janvier. On va avoir RFM Party 80, on va avoir Grand Corps Malade, Claudio Capéo, plein de belles choses. Et on fait énormément d'humoristes également, que ce soit à la Comète ou au Zénith. Un programme très riche donc. Ouais. On va suivre ça avec intérêt. Simon Javel, merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Gaga. Et puis moi j'ai envie de vous dire, on est déjà un petit peu âgés tous les deux, mais encore longue vie quoi, à tous ces spectacles. Merci beaucoup. Et Merci. longue vie à Parole et Musique. Merci, à bientôt.